Salut! Aujourd'hui, on va créer des appareils domotiques. Donc récemment, la marque Espressif, qui fait les fameux ESP8266 et les ESP32, ont sorti de nouveaux modèles. On va aujourd'hui notamment parler de la puce ESP32H2. Donc cette puce embarque les protocoles Zigbee et Thread. Ils ont également sorti le ESP32C6 qui lui est plus polyvalent. Il contient le Wi-Fi, le Bluetooth, le Zigbee et le Thread. Sur ces deux puces, il sera possible d'utiliser prochainement Matter. Donc les protocoles comme le Zigbee et le Thread ont l'avantage d'être beaucoup moins lourds que le Wi-Fi d'un point de vue consommation énergétique. Donc c'est très intéressant pour des appareils qu'on va pouvoir laisser sur batterie plusieurs années. En plus, on bénéficie d'un réseau maillé, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme pour le Wi-Fi, une seule box et tout le monde s'y connecte. On peut avoir le coordinateur Zigbee et ensuite chaque appareil qui est alimenté peut faire office de relais et créer un réseau maillé et étendre la portée du réseau. Donc dans cette vidéo, on va commencer par une petite démonstration de qu'est-ce qu'on peut faire en Zigbee à l'aide d'une breadboard, une LED, un bouton, etc. Et on va jouer un peu avec ça. Et donc dans une deuxième partie, je vais vous montrer un mini projet, donc l'ajout dans un détecteur de fumée pour avoir une notification en cas de détection. C'est donc pour ça que j'ai créé un petit PCB pouvant rentrer directement dans le boîtier du détecteur de fumée. Et donc cette carte c'est un peu comme une devboard, sauf que je l'ai miniaturisée le plus possible. On a quand même accès à quelques GPIO, une liaison SPI, une liaison I2C pour ajouter des capteurs, et également une liaison UART permettant de le programmer. J'ai ajouté également un régulateur LDO basse consommation, permettant au système de tenir alimenté sur pile pendant plusieurs années. Mais donc vous n'êtes pas obligé de vous faire un PCB custom, vous pouvez directement acheter la devboard faite par Espressif, je vous mets un lien dans la description. Donc après avoir reçu tous les composants, c'est l'heure de la soudure. Je commence par appliquer de la pâte à souder sur tous les endroits où on va devoir mettre des composants, et j'y ajoute à chaque fois tous les composants. Donc il y a bien sûr le SP32H2, ensuite il y a quelques condensateurs de découplage, le régulateur de tension, et quelques boutons pour gérer le mode de démarrage et le reset. Ensuite, je place le PCB sur un fer à repasser transformé en plaque chauffante à 200 degrés. Ça va me permettre de chauffer uniformément le PCB et de pouvoir souder tous les composants d'un coup. Après une dizaine de secondes, on peut retirer le PCB et laisser refroidir. On fait quelques contrôles à l'alimentation stabilisée pour vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit. Et on peut brancher ça à un ordinateur via un FTDI. On peut envoyer un premier code pour vérifier que l'ESP fonctionne correctement. Tout est good, donc à présent on peut souder quelques pins sur l'ESP et pouvoir le plugger dans une breadboard. Je vais ajouter une LED pour simuler une lumière. On peut y ajouter également un bouton pour faire une remontée d'informations au serveur. Et enfin, j'ajoute un petit capteur DHT22, c'est un capteur de température et d'humidité. Comme ça, avec cette démo, on va représenter à peu près les applications majeures qu'on pourrait faire en Zigbee. J'ai codé un petit programme permettant de récupérer toutes les valeurs qu'il faut et de les envoyer au coordinateur Zigbee. Vous pouvez retrouver le code en téléchargement dans la description sur mon GitHub. On va tester ça et on reviendra sur le code juste après. Donc on peut compiler le code et l'envoyer. Une fois que le code est correctement envoyé, on peut se rendre sur le coordinateur Zigbee. Donc pour ma part, je vais dans Home Assistant et j'utilise ZHA. Donc je fais ajouter un appareil. Là, on va attendre un peu que l'appareil soit reconnu. S'il n'est pas reconnu pour votre part, vous pouvez tester d'appuyer sur le bouton Reset de l'ESP et des fois, il arrive à apparaître tout seul. Une fois que l'ESP est détecté, on peut aller voir directement dans l'appareil et on retrouve bien notre lumière, notre remontée binary input, donc notre bouton poussoir, et ensuite la température et l'humidité. Donc si j'active la lumière, la LED s'allume instantanément et s'éteint et aussi instantanément. Et pareil, si j'appuie sur le bouton, on peut voir que instantanément la valeur est envoyée. Donc c'est là le gros avantage du protocole Zigbee qui est moins lourd. Ça permet d'avoir des données envoyées beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup moins énergivore. Bon, c'est bien tout ça, ça fonctionne, mais revenons 2 minutes sur le code. Pour définir des appareils Zigbee, on doit respecter la structure imposée. Donc la structure se compose de endpoints, de clusters et d'attributs. Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Pour commencer, le cluster correspond à une entité. Donc là, par exemple, j'ai un cluster pour la LED, un cluster pour le bouton, un cluster pour la température et un cluster pour l'humidité. Donc ces clusters ont été définis par la Zigbee Alliance et on a un PDF de 800 pages qui nous explique tous les clusters qui existent et avec ça, on peut créer à peu près tous les appareils Zigbee possibles et imaginables. Donc on vient piocher dans la liste des clusters disponibles. Donc là par exemple pour la LED, j'ai pioché dans le cluster on-off. Pour le bouton c'est binary input. Pour la température c'est temperature measurement et pour l'humidité c'est relative humidity measurement.
Il y a également le cluster basique. Le cluster basique, c'est un peu la carte d'identité de notre appareil. Donc c'est là où on définit son nom, son constructeur, comment il est alimenté, si c'est sur batterie ou sur secteur, etc. Ensuite, pour chaque cluster, on a des attributs. C'est un peu des sous-paramètres qui permettent de définir le cluster. Donc par exemple, pour le cluster basique, les attributs, ça peut être manufactureur, modèle, où là ce sont les textes, on peut définir notre nom d'appareil. Il y a également power source, qui nous dit dans quel type d'alimentation on est. Et pour les autres, par exemple pour le cluster on-off, on a l'attribut on-off qui remonte la valeur. Pour tout ce qui est humidité et température, on a d'autres attributs qui permettent de dire tiens, notre capteur peut remonter une information de minimum moins 10 degrés et par exemple 150 degrés. Donc on peut définir comme ça les valeurs min et max. Donc après, il y a des clusters qui ont beaucoup plus d'attributs. Par exemple, tout ce qui est volet, on peut dire le temps de montée, temps de descente, etc. Et enfin, il y a les endpoints. Les endpoints, c'est un peu des groupes de clusters. Donc là, dans notre exemple, on a tout mis dans le même endpoint. Mais si par exemple, j'ai 2 LED à mettre, eh bien, je ne vais pas pouvoir les mettre les mêmes dans le même endpoint. Pourquoi? Parce qu'un cluster, réellement, c'est juste un identifiant, un numéro. Ce numéro, il est utilisé, on l'a rempli d'attributs et c'est tout. Donc si on veut mettre plusieurs LED, eh bien, il va falloir derrière créer un endpoint par LED. Donc comme ça, là, on aura un endpoint par LED et dans chaque endpoint, on va avoir le cluster on-off et après l'attribut on-off. Donc voilà, vous en savez déjà un peu plus sur le Zigbee. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens en description, notamment la librairie qui a été développée par Espressif avec une documentation très bien faite sur le sujet. Dans le code, on commence par définir le cluster basique. On peut rentrer par exemple le nom du fabricant, donc là j'ai mis Gamatronic. On peut mettre en dessous le modèle, donc là j'ai mis démo, et on fait ça à peu près pour tous les attributs possibles. Attention par contre, en Zigbee, les chaînes de caractères, le premier octet désigne la longueur de la chaîne de caractères et ensuite on met notre texte, caractère par caractère. Ensuite, on déclare les autres clusters, donc cluster on-off, cluster input binary, etc. Une fois qu'on a fait tous nos clusters, on va les mettre dans une liste de clusters, on crée notre endpoint et ensuite on enregistre notre appareil. Toutes ces informations vont être transmises au coordinateur Zigbee lors de la première connexion. Attention par contre, on va devoir utiliser ESP-IDF pour programmer le ESP32H2. Comme ces puces sont récentes, on n'a pas encore toutes les librairies Arduino possibles pour les programmer facilement. Donc pour le moment, la programmation est plus longue et fastidieuse. Donc pour utiliser ESP-IDF, c'est assez simple, il faut se rendre dans VS Code, télécharger l'extension ESP-IDF. Ensuite, il faut suivre les étapes, dire où est-ce qu'on veut installer ESP-IDF. Ensuite, la version, donc pour le Zigbee et le Deep Sleep, il faut minimum 5.2, donc c'est la dernière version possible sur le GitHub. Une fois que tout est installé, tout en bas, il y a un bouton où on peut choisir le type de carte. Donc on choisit bien ESP32H2 et ensuite on peut choisir le port COM. Et enfin, on appuie sur le bouton compiler et ensuite on clique sur ce bouton pour pouvoir envoyer le programme. Si vous avez un type d'erreur comme quoi il n'est pas possible d'initialiser la stack Zigbee, c'est qu'il y a peut-être un reste d'un ancien code qui reste dans le ESP32. Donc pour ça, il va falloir exécuter cette commande permettant de pouvoir effacer complètement la mémoire de l'ESP32 et pouvoir repartir sur de bonnes bases. On peut donc passer à la deuxième partie de cette vidéo avec l'ajout de Zigbee sur un détecteur de fumée. Donc j'ai commencé par le démonter afin de voir comment à l'intérieur c'était fait. J'ai mesuré un peu partout histoire de trouver où est-ce que je pourrais récupérer mon signal de détection de fumée. Et donc au final, je me suis branché sur un des fils du haut-parleur. Donc en mesurant à l'oscilloscope, on voit bien qu'on a un signal carré de 3,1 kHz. Ça correspond au signal du bip. Sur le détecteur de fumée, il y a une pile 9 volts. Donc pour que la pile dure le plus longtemps possible, le ESP32, on va le mettre en mode Deep Sleep. Il va consommer quelques microampères en mode veille et il attendra soit un réveil toutes les 8 heures, histoire de dire coucou, je suis vivant, et de reporter son niveau de batterie. Et ensuite, la deuxième cause de réveil possible, ça peut être un front montant sur un pin. Donc pour ça, j'ai besoin d'une impulsion d'au moins 700 microsecondes sur un des pins de l'ESP. Donc c'est pour ça que derrière mon signal de haut-parleur, j'ai rajouté une diode et un condensateur afin de créer une seule impulsion. Donc après un peu de programmation de cluster d'attributs comme tout à l'heure, j'ai créé un détecteur de fumée et une batterie où je peux récupérer les valeurs et les transmettre au coordinateur Zigbee. Une fois que ça c'est fait, je peux envoyer le code dans l'ESP32. Je vous mets bien sûr le code en description si vous voulez refaire la même chose. Je fais un petit test en appuyant sur le bouton test du détecteur de fumée.
Ça fait bien bip. Une seconde après, j'arrive à récupérer la valeur sur Home Assistant. Je peux donc souder les fils définitivement à ma petite carte, le coller dans le boîtier et tout refermer. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser juste en dessous en commentaire ou sur notre serveur Discord. Le lien est dans la description. Allez, salut!